Nous restons toujours dans la partie architecture d'un ordinateur. Et maintenant, nous allons présenter les différentes unités de stockage. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par définir qu'est-ce qu'une mémoire et nous allons présenter ces différents types, à savoir la mémoire vivante, la mémoire morte, la mémoire cache, le registre, la mémoire de masse et la mémoire virtuelle. Mémoire. Une mémoire est une unité de stockage représentant le composant essentiel qui enregistre différents types d'informations. Elle est constituée d'un ensemble de cases désignées chacune par une adresse mémoire. Le système de numération utilisé dans la mémoire est le système binaire, représenté par la valeur soit 0, soit 1. Chacun correspond à un bit qui est la plus petite quantité d'informations utilisables et stockables. Une case mémoire est représentée par deux choses. La première chose est son adresse, qui est une adresse unique indiquant la position en mémoire. Et la deuxième chose est son contenu, qui représente soit une instruction, soit une donnée. Des unités de mesure de la mémoire. Ça veut dire par quoi on mesure la taille d'une mémoire. Alors la taille d'une mémoire est mesurée généralement par le octet ou bien le byte en anglais. Alors un octet est égal, un byte est égal à 8 bits. Et là, on va voir les unités supérieures au octet. Alors nous avons le kilo-octet, nous avons le méga-octet, le giga-octet et le téra-octet. Alors un kilo-octet représente 1024 octets, soit 2 puissance 10 octets. Un mégaoctet représente 1024 kilo-octets, soit 2 puissance 20 octets. Un gigaoctet représente 1024 mégaoctets, soit 2 puissance 30 octets. Et un téraoctet représente 1024 gigaoctets, soit 2 puissance 40 octets. Maintenant, le premier type de mémoire, à savoir la mémoire vivante. Alors, la mémoire vivante, ou bien appelée également la mémoire vive, ou bien la mémoire centrale, abrégée généralement en RAM, qui est Random Access Memory. Alors la RAM est une mémoire à accès direct, permettant la lecture ou bien l'écriture. Ça veut dire que soit je peux lire tout simplement le contenu d'une case mémoire, soit je peux modifier le contenu d'une case mémoire. Alors la RAM est une unité de stockage qui permet de stocker les informations pendant tout le temps de fonctionnement de l'ordinateur. Ça veut dire que une fois que l'ordinateur est mis hors tension, la RAM perd son contenu. Elle devient une mémoire vide, ce qu'on appelle une mémoire vierge. La RAM, elle est directement accessible par le processeur et permet de mémoriser les programmes en cours d'exécution, ce qu'on appelle les processus, qui représentent les instructions. Et elle stocke également les données nécessaires à l'exécution de ce programme, soit les données entrantes, soit les données sortantes qui représentent le résultat. Alors, les mémoires de type mémoire vivante se présentent sous forme de barrettes mémoire qui sont enfichables sur la carte mère. Nous allons parler maintenant des caractéristiques de la mémoire vivante. Alors, la mémoire vivante est caractérisée par un ensemble de points. Commençons par le premier point important qui est la capacité, qui représente le volume global d'informations que la mémoire peut stocker. Le deuxième point, c'est son temps d'accès, qui représente l'intervalle de temps entre la demande de lecture ou bien d'écriture et la disponibilité de la donnée. Le troisième point, son temps de cycle, qui représente le temps minimal entre deux accès mémoire successifs. Le quatrième point, c'est son débit, qui représente le nombre d'informations lues ou écrites par seconde. Et le dernier point, c'est sa non-volatilité, qui représente l'attitude d'une mémoire à conserver les données lorsqu'elle n'est plus alimentée électriquement. Restons toujours dans les caractéristiques d'une mémoire centrale, bien sûr. Maintenant, on va parler de ses registres. Alors, la mémoire centrale est composée de deux registres. Le premier registre est le registre d'adresse mémoire, qu'on nomme le RAM, qui contient l'adresse des mots mémoire. Et le deuxième registre,
c'est le registre de données mémoire qu'on nomme le RDM, qui contient le contenu des mots mémoire. À savoir le RAM et le RDM, sont nécessaires pour calculer la capacité de stockage d'une mémoire vivante, ou bien combien d'informations cette mémoire peut enregistrer ou bien peut stocker. Alors, la capacité de la mémoire s'exprime en fonction de deux nombres, à savoir le nombre de mots mémoire ainsi que le nombre de bits par mémoire. Alors, soit K, la taille du bus d'adresse, qui est la taille du RAM, et soit N, la taille de bus de données, qui représente la taille du registre RDM. Alors, la règle générale qui permet de calculer la capacité de la mémoire centrale est exprimée par, ou bien représentée par la formule suivante. Alors, la capacité d'une mémoire centrale, elle est égale à 2 puissance K mots mémoire. Ça veut dire 2 puissance K fois N bits. Alors, pour mieux comprendre cette formule-là, nous allons présenter un exemple. Alors, soit K égale à 14, qui est la taille du registre RAM, et soit N qui est égal à 4, qui est la taille du registre RDM. Alors, la capacité de la mémoire centrale, si je reprends la formule telle qu'elle est présentée, c'est 2 puissance K, qui est 14, M, mon mémoire, de N bits. Ça veut dire 2 puissance 14, mon mémoire de 4 bits. Alors, si je fais les calculs, alors 2 puissance 14, ça me donne 16 384 mots mémoire de 4 bits. Je multiplie alors ce nombre-là fois 4 bits, ça me donnera 65 536 bits. Alors, rappelons que la mémoire centrale n'est pas exprimée en notion de bits, mais par notion d'octets ou bien en notion de bytes. Ce qui me permet maintenant de convertir tout ce qui est bits en octets. Rappelons qu'un octet est égal à 8 bits. Donc, je vais prendre ce nombre-là qui est 65 538, je vais les diviser par 8. Ça me donnera 8192 octets. Maintenant, je ne vais pas le laisser en notion d'octets, parce que généralement, la mémoire, elle est exprimée soit dans unités supérieures, soit en kilos, soit en mégas, soit en gigas ou bien en téra. Ok? Maintenant, je vais convertir ce qui est en octets en kilo-octets. Et rappelons qu'un kilo-octet, c'est 1024 octets. Alors, si je fais la règle de 3, ça va me donner 8 kilo-octets. Ça veut dire, si je prends cet exemple-là, la capacité de stockage d'une mémoire centrale qui a une taille du registre qui est à 14 et la taille d'un bus mémoire à 4, elle est égale à 8 kilo-octets. Différents types de mémoire vivante. Alors, il existe deux types. Le premier type, c'est les RAM dynamiques, qu'on nomme la DRAM. Alors, ce type de mémoire est le type de mémoire le plus répandu ou bien le plus vendu sur les marchés. Le désavantage d'une mémoire dynamique réside dans le fait que l'information disparaît à moins que la charge des condensateurs ne soit rafraîchie avec une période. Ça veut dire qu'il faut chaque période de temps rafraîchir le condensateur pour ne pas perdre le contenu qui est sauvegardé ou bien enregistré sur ce type de barrette. Alors voilà le schéma d'une mémoire de type DRAM. Le second type mémoire, c'est la mémoire synchrone, qu'on nomme la RAM synchrone, qui est une mémoire statique. Alors, l'avantage d'une mémoire statique réside dans le fait qu'elle n'a pas besoin de rafraîchissement, contrairement à la mémoire dynamique. Alors, ce qui lui donne un temps d'accès moins que la DRAM. Alors, voilà le schéma général d'une mémoire RAM de type mémoire statique. Des mémoires qui est assez important, c'est la mémoire morte. Qu'est-ce qu'une mémoire morte? Alors qu'on nomme la ROM. Ça veut dire Read Only Memory. C'est une mémoire en lecture seule.
Ça veut dire je dois juste lire le contenu. Alors c'est une mémoire permettant de stocker les données nécessaires au démarrage de l'ordinateur. C'est une mémoire non volatile. Qu'est-ce que ça veut dire non volatile? Ça veut dire elle conserve ces données qui ne s'effacent pas même si l'ordinateur est mis hors tension. Alors la ROM, c'est une mémoire non modifiable. Non modifiable, ça veut dire qu'il n'y a pas donc un risque d'effacement accidentel par l'utilisateur. Sa capacité est de quelques kilo-octets. Ça veut dire qu'elle a une taille de stockage qui est beaucoup plus réduite par rapport à les mémoires vivantes. C'est une mémoire beaucoup plus lente que la RAM, avec un temps d'accès de l'ordre de 150 nanosecondes. Voilà un exemple de mémoire morte. Là, vous avez toutes les informations relatives à cette mémoire et une fois placée sur la carte mère, et voilà la pile qui alimente le BIOS. Alors, quels sont les éléments d'une mémoire morte? Alors, on va commencer d'ailleurs par le BIOS, qui représente le Basic Input Output System. Alors, le BIOS est le programme de base permettant de piloter les interfaces d'entrée-sortie. Il est maintenu sous tension de manière permanente par la pile. Le deuxième élément, c'est le chargeur d'amorce, qui représente un programme qui permet de charger le système d'exploitation en mémoire vivante et de le lancer. Le troisième élément, c'est le setup, qui représente l'écran disponible à l'allumage de l'ordinateur, permettant de modifier quelques paramètres système. Le quatrième élément, c'est le Power on Self-Test, qu'on note le POST. Alors, c'est un programme qui s'exécute automatiquement et qui permet de faire une vérification des composants matériels. Ça veut dire avant de passer à la vérification logicielle. Les différents types de mémoire morte. Alors, nous avons le premier type de mémoire qui est le PROM. Alors, PROM, c'est une mémoire programmable par l'utilisateur, mais programmable une seule fois en raison du moyen de stockage. Le deuxième type de mémoire morte, c'est le EPROM, qui est une mémoire effaçable et programmable par l'utilisateur. Le troisième type de mémoire, c'est le UV-PROM ou bien le flash UV-PROM et PROM. Alors, c'est une mémoire programmable par l'utilisateur. Elle est effaçable en la mettant dans une chambre à ultraviolet. Cette mémoire a été remplacée par la suite par la mémoire de type EEP-ROM. Alors, ce type de mémoire est une mémoire effaçable et programmable par l'utilisateur. Elle est plus facile à effacer que les mémoires de type EEPROM. Elle est effaçable électroniquement, donc sans manipulation physique. Elle constitue désormais le principal type de mémoire morte. Ça veut dire que c'est le type de mémoire maintenant les plus utilisés. La deuxième unité de stockage que nous allons présenter, c'est la mémoire cache. Une mémoire cache. La mémoire cache, qu'on appelle aussi la mémoire tampon, c'est une mémoire à accès rapide. Alors beaucoup plus rapide que la RAM et beaucoup plus rapide que la ROM. C'est une petite mémoire qui se trouve au niveau du CPU, ça veut dire au niveau du processeur ou bien l'unité de traitement. Elle contient une copie d'une zone de mémoire centrale afin de diminuer le temps d'accès et accélérer le traitement des instructions par le CPU. Elle permet au CPU de se rappeler des opérations déjà effectuées auparavant pour qu'il ne perde pas de temps à les recalculer de nouveau. C'est-à-dire là, il y aura un gain de temps. La mémoire cache est une mémoire qui est mesurée en notion de kilo-octets. Alors, il existe trois types de mémoire cache. Le premier type, c'est les mémoires cache de type L1, qui sont des mémoires directement intégrées dans le processeur. Alors, la mémoire cache L1 est une mémoire très rapide et d'une petite taille. Elle est divisée en L1, en deux parties. En L1 qui stocke les données
et L1 qui stocke les instructions, ce qu'on appelle L1 données et L1 instructions. Le deuxième type de mémoire cache, c'est les mémoires cache L2. Alors, elle est située au niveau du boîtier contenant le processeur ou bien dans la pile. Elle est beaucoup plus grande que la L1. Le troisième type de mémoire cache, c'est les mémoires cache L3. Alors cette mémoire-là, elle est située au niveau de la carte mère et elle est généralement beaucoup plus lente que la L1 et la L2. Une mémoire cache. Donc initialement, qu'est-ce qu'il va faire le CPU? Il va demander une information. Il va aller la chercher au niveau de la mémoire cache. Maintenant, deux cas vont se présenter à nous. Le premier cas, ça veut dire si oui, ça veut dire si la recherche aboutit et que l'information existe réellement dans la mémoire cache. Alors là, on dit que c'est un succès de cache, c'est-à-dire l'information est transmise directement au processeur, de la mémoire cache au processeur. Le deuxième cas qui se présente à nous, c'est si l'information n'existe pas dans la mémoire cache après que le CPU effectue sa recherche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va aller la chercher dans la mémoire centrale. Et après, la mémoire cache, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enregistrer une copie de cette information à son niveau, pour que si la prochaine fois il y aura appel à cette adresse mémoire-là, alors l'information va directement être obtenue par la mémoire cache au lieu de la mémoire centrale. Là, on va parler de cache miss générale qui représente les trois types de mémoire cache. Alors, nous avons la mémoire cache L1 qui se trouve au niveau du CPU, qui est en relation avec la mémoire cache L2 qui se trouve dans le boîtier du processeur, qui est en relation avec la mémoire cache L3 qui se trouve au niveau de la carte mère. Alors, ces trois types de mémoire, elles sont directement en relation avec la mémoire centrale. Des unités de stockage et le registre. Alors, qu'est-ce qu'un registre? Un registre est une mémoire de petite taille. Alors, il est mesuré en notion de quelques octets, suffisamment rapide pour que l'UAL puisse manipuler son contenu à chaque cycle d'horloge. Alors, les registres sont situés au niveau du processeur et servent au stockage des opérandes et des résultats intermédiaires. Le cinquième type de mémoire ou bien des unités de stockage, c'est les mémoires de masse. Alors, qu'est-ce que les mémoires de masse? Alors, c'est des mémoires de grande taille, ça veut dire qu'ils stockent une très grande quantité d'informations et de manière permanente. Alors, on cite le disque dur, le lecteur DVD, le graveur CD ou bien DVD, le lecteur disquette, le lecteur CD-ROM et le connecteur USB. Alors, ces mémoires de masse sont reliées à la carte mère à travers des bus ou bien des nappes de mémoire ou bien des unités de stockage. C'est la mémoire vivante. Est une mémoire artificielle qui repose sur l'utilisation d'une mémoire de masse. Alors, c'est une technologie avancée et sophistiquée dans la gestion de la mémoire qui combine deux types de mémoire, à savoir la mémoire centrale ou bien la mémoire vivante et une mémoire auxiliaire. Alors, dans quel but? Dans le but de donner l'illusion ou bien l'impression au programmeur qu'il est en train d'utiliser un espace de mémoire immense. Jusque-là, la présentation des différentes unités de stockage. La deuxième partie maintenant de cette vidéo est de parler des bus et des périphériques. Alors, nous allons suivre le plan suivant dans cette partie-là. Nous allons parler c'est quoi un bus, ou bien présenter c'est quoi un bus, c'est quoi un périphérique, c'est quoi un port, c'est quoi un slow, et on va clôturer par un schéma général d'un ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'un bus?
Un bus est une liaison physique qui peut représenter soit un câble, soit une piste de circuit imprimé, etc. Pouvant être exploités en commun par plusieurs éléments matériels afin de communiquer. Alors voilà à peu près une nappe ou bien un type de bus qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une unité de stockage qui permet de relier les différents périphériques avec la carte mère. Alors, il existe 3 sous-ensembles de bus. Alors, le premier bus, c'est le bus d'adresse. Alors, il permet de transporter les adresses mémoire auxquelles le processeur souhaite accéder pour lire ou bien écrire une donnée. Le deuxième bus, ou bien type de bus, c'est le bus de données. Alors, ce bus-là véhicule les instructions en provenance ou à destination du processeur. Le troisième type de bus, c'est le bus contrôle. Alors, il transporte les ordres et les signaux de synchronisation en provenance de l'unité de commande et à destination de l'ensemble des composants matériels. Concernant les types de bus, il existe 2 types. Le premier bus, c'est le bus système ou bien on dit bus interne. Il permet au processeur de communiquer avec la mémoire centrale. Le second bus, c'est un bus d'entrée-sortie ou bien ce qu'on appelle les bus d'extension. Il permet aux divers composants liés à la carte mère de communiquer entre eux. Le matériel et le périphérique, qu'on appelle aussi une unité d'entrée-sortie. Alors, un périphérique est un accessoire qui permet la communication entre l'homme et la machine pour faire soit entrer, soit recevoir de l'information. Alors, il existe 4 types de périphériques, à savoir le périphérique d'entrée, le périphérique de sortie, le périphérique d'entrée-sortie et le périphérique de stockage. Alors, on va commencer par le premier périphérique qui est un périphérique d'entrée. Alors, ce périphérique-là, il permet de fournir à l'ordinateur les données à traiter. Alors, cette information, qu'elle soit textuelle, graphique, sonore ou multimédia. Alors, parmi les périphériques d'entrée, on cite le clavier, le scanner et la webcam. Le deuxième périphérique, c'est le périphérique de sortie, qui permet à l'utilisateur de recevoir des informations venant de la machine. On cite par exemple l'imprimante, l'écran ou bien les baffes. Et là, nous avons soit une information graphique, soit textuelle, soit sonore. Le troisième type est un périphérique d'entrée-sortie qui permet, alors ce périphérique-là permet la circulation de l'information dans les deux sens. Ça veut dire qu'il est utilisé soit pour faire entrer de l'information, soit pour faire sortir de l'information. Par exemple, si je dis une imprimante avec scanner, c'est un périphérique d'entrée-sortie. Si je dis casque avec microphone, ça devient un périphérique d'entrée-sortie. Et le dernier périphérique, c'est le périphérique de stockage. Alors, c'est un périphérique d'entrée-sortie. Ça veut dire qu'il est utilisé soit pour faire entrer de l'information, soit pour faire ressortir de l'information. En plus de ça, il permet le stockage de l'information de manière permanente, tel que le disque dur, alors là je peux lire et écrire, tel que une clé USB, tel que une disquette, etc. Le deuxième composant est le port. Le port est un emplacement où les périphériques se branchent. Alors ce schéma-là représente un ensemble de ports et leurs fiches correspondantes. Alors nous allons commencer par le premier port. C'est le port PS2 ou bien comme 1 comme 2. C'est pour placer les anciennes souris et claviers. Nous avons le port parallèle pour l'imprimante, là où qui se branche sur l'emplacement LPT. Nous avons le port sériel. Voilà. Nous avons le port VGA qui permet de placer ce qui est en bleu, qui permet de placer l'écran qui est la sortie de la carte graphique. Nous avons les ports USB pour placer les sorties de type USB, telles que les flash disques, les disques durs externes, etc.
Nous avons la sortie RJ45 pour placer le câble d'Internet. Nous avons la sortie de la vidéo. Nous avons la sortie de type SATA pour placer le disque dur de type par exemple SATA et les sorties HDMI. Nous avons, ce qui est aussi important aussi, c'est les connecteurs jack. C'est pour placer, c'est les sorties de la carte son, c'est pour placer le microphone, les baffes, etc. Et nous avons d'autres sorties telles que la DVI et la mini DVI. Le composant est le slow, qu'on appelle aussi connecteur de carte d'extension. Alors, les slows, c'est des récepteurs où on enfiche des cartes utilisées pour augmenter les performances d'un ordinateur, telles que la carte graphique, la carte son et la carte réseau. Alors, il existe 3 types de slow. Nous avons le slow ISA, qui est représenté en noir sur la carte mère. Nous avons le slow PCI ou bien PCI Express, ce qui est en blanc. Et nous avons le slow AGP, ce qui est représenté en marron dans la carte mère. Alors, le premier slow, qui est le slow ISA, représente le slow le plus long et le plus ancien de couleur noire. Alors, ce connecteur-là est désormais obsolète, ça veut dire qu'il n'existe plus dans les nouvelles cartes mères. Il a été remplacé par le port PCI et par la suite par le port PCI Express. Alors, le port PCI ou bien PCI Express qu'on voit ici en blanc, c'est un port qui est beaucoup plus rapide que le ISA bien sûr et qui est de couleur blanche. Alors, le dernier slow ou bien connecteur qui est le connecteur AGP, c'est un connecteur beaucoup plus rapide que ses prédécesseurs. Alors, il est destiné pour recevoir les cartes graphiques. Cette partie sur l'architecture des ordinateurs, nous allons présenter le schéma général d'un ordinateur dans lequel nous allons présenter le principe sur le traitement de l'information. Alors, nous avons initialement un utilisateur qui est assis bien sûr devant son ordinateur. Il va utiliser une unité d'entrée ou bien les périphériques d'entrée, tels que la souris, le clavier, la cam ou bien le scanner. Donc, il va faire entrer cette information qui va être enregistrée dans la mémoire centrale. Alors, cette information va être traitée par le CPU. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le CPU? Il va prendre cette information, ce qui donne la flèche qui descend. Il va traiter l'information. Après, il va réécrire le résultat dans la mémoire centrale qui explique la flèche montante. Okay? Après, une fois la donnée sauvegardée dans la RAM, elle va être affichée à l'utilisateur à travers un périphérique ou bien une unité de sortie, telle que l'écran, l'imprimante, les baffes, etc. Alors, si le résultat bien sûr est satisfaisant, on clôture le processus. Sinon, il y a un autre traitement de l'information. Alors, concernant la partie commande, si vous remarquez, la flèche part du CPU vers l'unité de sortie, vers la RAM et vers l'unité d'entrée. Elle ne descend pas pour la simple raison que le processeur est le superviseur. Ça veut dire que c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui commande à travers l'unité de commande et de contrôle. Il ne reçoit pas d'ordre, ce qui explique que la flèche ne descend pas. Nous arrivons à la fin de notre vidéo où nous avons présenté la deuxième partie sur les unités de stockage et sur les périphériques, les ports, les slots, etc. Et arrivé à ce point, nous avons clôturé le chapitre sur l'architecture des ordinateurs et merci pour votre attention.